Salut les 20 joueuses et 20 joueuses, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Dark Ages. Dark Ages qui est ce sont deux boîtes, hein. Cette boîte-ci c'est Holy Roman Empire, mais vous avez aussi une autre boîte qui s'appelle Heritage of Charlemagne. Donc les deux boîtes sont différentes, sont les mêmes mais différentes. Donc ce sont deux fois le même jeu, les mêmes règles, mais avec une carte différente. Comme les départs sont asymétriques, eh bien, des pouvoirs et des départs différents et des cartes différentes. Donc voilà, les mêmes règles, mais de la variété. Et en plus, les deux boîtes peuvent être combinées en une seule pour jouer jusqu'à 8, puisque une boîte toute seule permet de jouer de 1 à 4 joueurs, mais on peut l'étendre jusqu'à 8 joueurs. Évidemment, il faut s'attendre à avoir des durées de partie très élevées, puisque déjà, avec 1 à 4 joueurs, on est au-delà des 3 heures de jeu, donc c'est déjà du costaud, donc il faut s'attendre à ce que ce soit encore plus jusqu'à 8 joueurs. Je n'y ai pas joué au-delà de 4, mais j'imagine que ça doit être beaucoup plus long. Voilà, c'est un jeu édité par Board and Dice, donc un éditeur qu'on aime vraiment beaucoup chez 20 jeux, qui sort des jeux experts vraiment excellents comme Tekkenu, Tawantinsuyu, qu'est-ce qu'il y avait encore, Origins, Trismegistus, donc vraiment des Teotihuacan, donc vraiment des chouettes jeux qu'on aime vraiment beaucoup chez 20 jeux. Donc on est très curieux de découvrir Dark Ages, en sachant qu'en plus les auteurs sont Andrei Novak, un auteur un peu moins connu, mais qui a quand même fait Exodus, un jeu qu'on aimait bien aussi chez nous, et surtout Adam Kwapinski, donc l'auteur de mon coup de cœur de l'année passée, de Nemesis, mais également l'auteur d'Origins. Hein. Donc voilà. Hein. Donc Dark Ages, c'est un jeu 4X assez classique. Hein. Donc on va commencer dans un territoire, on va tout doucement s'étendre et acquérir des territoires qui sont contrôlés par des barbares. Donc il va falloir se battre contre les barbares. On va même pouvoir se battre contre les autres joueurs pour gagner leur territoire. On va construire des bâtiments qui vont nous permettre de nous défendre, de produire des ressources, et avec ces ressources, on va construire d'autres bâtiments, et on va aussi engager des troupes, se battre et gagner des technologies qui vont faire qu'on va gagner certaines capacités donc tout au cours de la partie, et qui vont nous rendre uniques et qui vont nous envoyer dans certains axes stratégiques. Donc voilà, c'est un jeu classique, hein, dans les 4X, il n'y a rien de nouveau. Si je résume le jeu comme ça, pour vous, vous dites, ok, il n'y a rien de nouveau, et de fait, c'est assez classique, mais il a des petits twists que je trouve vraiment très intéressants, qui donnent une furieuse envie de revenir dans le jeu et de refaire des parties. Donc il est très bien, hein, il est très bien, il a des petits twists vraiment sympathiques que je vais vous expliquer maintenant. Voyons ça tout de suite ensemble. Voici donc le jeu pour un joueur. Hein. Donc vous avez, je vais vous expliquer pas les règles solo ici. Hein. Je vais vous expliquer les règles multiples, mais j'ai mis en place pour un seul joueur. Donc le plateau central, le plateau joueur et le plateau des actions en fait ici, et le plateau central. À noter que je l'ai un peu racrapoté. Donc en fait, à 2 joueurs, on ne joue qu'avec les territoires orange, rouge et vert. Donc tout le reste est hors partie. Donc c'est pour ça que j'ai fermé, je dirais, le plateau, mais il s'étend encore d'un tiers pour pouvoir y jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc le jeu se joue en un nombre indéfini de tours. Donc chacun à son tour va jouer à son tour, donc chacun à son tour va faire une action, et on va continuer comme ça, sans arrêt, il n'y a pas de phase ou de tour, etc. Et jusque quand une condition de fin de jeu a lieu. Alors, c'est quoi ces conditions de fin de jeu? La première, c'est vous avez les cartes culture, donc vous allez alimenter la rivière avec les cartes de ce paquet. Les cartes qui sont dedans dépendent du nombre de joueurs. Hein, donc il y a des cartes que pour 2 joueurs, des cartes pour 2 et 3, 3 et 4, etc. Donc quand ce paquet est fini,
ça annonce la fin du jeu. Deuxième façon d'avoir la fin du jeu, c'est quand le jeton d'un joueur le long de l'échelle de culture arrive tout au bout. Troisième façon de se terminer, c'est que vous avez ici un nombre d'églises disponibles à la construction en fonction du nombre de joueurs. Dès que la dernière église est construite, ça annonce aussi la fin du jeu. Autre façon d'annoncer la fin du jeu, c'est qu'il y a aussi un stock de cités qui peuvent être construites sur le terrain. Ce stock de cités est en fonction du nombre de joueurs. Dès qu'il n'y a plus qu'on construit la dernière cité, là aussi, ça annonce la fin du jeu. Et dernière façon d'annoncer la fin du jeu, c'est chaque joueur a des cartes technologie. Et vous voyez que la carte technologie, elle est de niveau 1, elle peut monter au niveau 2 et puis encore monter au niveau 3. Si on a 4 cartes de technologie de niveau 3, ça annonce aussi la fin du jeu, en sachant qu'on a 4 emplacements, mais on peut aussi gagner des cartes technologie pour ces technologies limitées. Donc on a 7 technologies possibles, et donc quand il y en a 4 au niveau 3, ça annonce aussi la fin. Alors quand la fin du jeu est annoncée, tous les joueurs, donc le joueur termine son tour, le joueur qui a provoqué la fin du jeu termine son tour, et puis tous les joueurs sont obligés de faire l'action de passer. J'y reviens quand je vous explique en quoi elle consiste. Et puis ensuite, quand tous les joueurs ont passé, on recommence, chacun va jouer jusque quand ils vont passer à nouveau. Donc on va faire encore quelques tours de jeu, puisqu'en général, les joueurs jouent 5 à 6 tours de jeu avant de devoir passer, en tout cas peuvent jouer 5 ou 6 tours de jeu, j'y reviens aussi. Et donc on refait encore une fois ces 5-6 tours de jeu, et puis dès que tout le monde a passé, alors c'est la fin du jeu. Donc un joueur peut passer, et un autre peut continuer à jouer jusqu'à quand il passe, et puis c'est la fin du jeu. Donc une fois qu'un joueur a déclenché la fin du jeu, tout le monde va passer, et puis tout le monde va encore jouer jusqu'à quand tout le monde passe. Alors, c'est quoi jouer? En fait, à votre tour de jeu, vous avez le choix, soit de vous réaliser une des actions possibles, soit de vous passer. Réaliser une action, c'est prendre un de ces jetons nobles que vous voyez ici. Dans une partie à 2 joueurs, on en a 6, mais ça dépend donc du nombre de joueurs. Vous prenez un de vos nobles et vous le placez sur une des 5 actions possibles. À noter qu'il y a un peu de variété puisque les cartes actions sont mises au hasard. Donc ce sont toujours les 5 mêmes actions, mais qui peuvent être mises à des endroits différents. Ça peut avoir son petit effet. Je vous explique ça tout de suite. Donc, à mon tour de jeu, je veux réaliser une action. Je mets mon jeton sur une action et je réalise l'action. Puis c'est au joueur suivant qui fait la même chose. Il peut mettre sur une des actions où il y a déjà des jetons. Donc il n'y a pas de contrainte. Et puis quand c'est à moi à nouveau à jouer, si je veux, je mets ailleurs. Et puis c'est à lui, et puis c'est encore à moi. Si je veux, je peux remettre sur une action que j'ai déjà mise ou sur une action qu'un adversaire a mise. C'est pas un problème. La seule chose, c'est que la taille maximum est de 3. Une fois qu'on met un 3e jeton, ça peut être le même joueur ou un autre, donc je mets un 3e jeton, eh bien je réalise mon action, et puis le joueur dont le jeton est le plus en bas peut faire une réaction. Et la réaction, c'est de le mettre soit ici, soit là, et de faire la réaction qui est indiquée là. Et puis ensuite, on met le jeton sur le côté pour dire qu'il a déjà été utilisé, mais on libère ces cases actions pour plus tard. Donc voilà. À mon tour, je place un jeton sur une des 5 actions, je réalise cette action et on réalise éventuellement la réaction possible. Je continue jusqu'à quand je décide de passer. Quand je décide de passer, tout se passe en 9 étapes, donc c'est assez long. Mais donc la première chose qui a lieu, quand on passe, c'est qu'on défausse la dernière carte de la rangée ici. Donc on la défausse, on la met dans la défausse, on décale tout sur la gauche. C'est vraiment une rivière de cartes assez classique.
classique et on ajoute la suivante. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on voit si on peut réclamer un titre. Alors, il y a, dans une partie à 2 joueurs, il y a 3 titres pour les 3 régions de la carte. Donc, la carte, elle est subdivisée en régions. Ce sont donc en provinces. Une province, c'est chaque province qui est entourée d'une limite blanche, on va dire, et toutes les provinces ensemble d'une même couleur forment une région. Donc vous voyez, il y a 1, 2, 3 régions dans une partie à 2 joueurs. La région rose et la région jaune doivent être continuées vers le bas, et c'est pour des parties à 3 ou 4 joueurs. Donc pour une partie à 2 joueurs, il y a les titres des régions orange, verte et rouge à gagner. Et il suffit d'avoir le plus de provinces, donc la majorité de provinces dans cette région. Donc pour le moment, le joueur mauve ici a 2 provinces sur les 3 vertes. Il peut réclamer la carte titre verte qu'il prend et qu'il met près de son plateau. Attention, il y a une deuxième condition. Donc la première, c'est d'avoir la majorité des provinces. La deuxième, c'est pour chaque province que le joueur n'a pas, il doit avoir un jeton noble, donc un jeton action, dans sa réserve. Donc ici, vous voyez, le mauve va passer avec 2 jetons mauves, pas de problème. Il aurait pu même passer avec un seul jeton mauve. Il peut réclamer la région, puisqu'il a la majorité et il a des jetons non utilisés dans sa réserve, des jetons nobles pour les provinces qu'il ne possède pas. Ensuite, petite correction, donc il faut avoir la moitié des provinces. Donc par exemple, dans la province ici orange, il faut avoir la moitié des provinces et le reste ou arrondi au supérieur. Donc ici, il faut avoir 2 sur les 3 pour les verts ou le rouge, mais pour l'orange, il suffit d'en avoir 3. Ça suffit pour contrôler et avoir évidemment 3 jetons nobles en réserve quand on passe pour pouvoir réclamer le contrôle de la province. À noter que vous pouvez perdre le contrôle, évidemment, si quelqu'un vient prendre un territoire pour contrôler, pour avoir le noble, il faut avoir la moitié. Pour prendre un adversaire, il suffit d'avoir les mêmes conditions. Donc, par exemple, j'en ai 3. Même si mon adversaire a 3 et a le titre, je peux lui réclamer le titre à condition que j'ai 3 nobles en réserve non utilisés quand je passe. Et donc ça, c'est la deuxième chose qui se passe. Et quand je passe, je prends la carte noble. À noter que le premier joueur qui prend une carte noble gagne ses points de victoire. À partir du moment où la carte noble passe d'un joueur à un autre, on ne gagne plus les points de victoire. On les gagnera à la fin du jeu une nouvelle fois. Donc le dernier qui l'aura aura aussi les points de victoire. Puis on enlève tous ces nobles des cases actions, on les reprend dans sa réserve. Ensuite, on vérifie l'état de son warehouse, de son entrepôt. Imaginons que je suis ici. Ça veut dire que, donc ça c'est le coût de construction. Chaque fois que je construis un entrepôt, je peux descendre. Et ça, ce sont des points de victoire à la fin du jeu en fonction de l'état de mon entrepôt. Et je vois ici le nombre de denrées que je peux garder et que je peux vendre. Donc ici, vous voyez que je peux, par exemple à ce niveau-là, je peux vendre une denrée et je peux en garder 2. Donc si j'ai plus de ressources que ces 2-là, non compris le bois. Donc le bois est une exception, donc les sous, pardon, non compris l'or. Donc l'or est une sorte de joker super puissant qui a d'autres fonctions, mais ça vaut pour toutes les ressources. Et puis on a le bois, le fer, la pierre et les peaux, ce sont les 4 ressources de base. À noter que ici c'est la version de luxe du jeu, donc sinon c'est du carton. Et je peux garder, donc dans mon exemple ici, je pouvais garder 2 ressources et en vendre une. Donc si j'ai
hors compris l'or, hein, je ne compte pas l'or, l'or ne rentre pas dans ces limites, donc je peux vendre une de mes ressources et je peux en garder deux. Si j'en ai plus, ben, je dois les défausser, les perdre définitivement, donc c'est un peu du gâchis. Et les vendre, qu'est-ce qui se passe quand on les vend? En fait, les vendre permettent d'augmenter votre jeton le long de l'échelle culture. Quand on vend du fer, on augmente de 3. Un fer vaut 3 points culture. Quand on vend de la pierre, on augmente de 2. 1, 2. Et quand on vend du bois ou des peaux, on augmente de 1. Le long de la culture. Alors, ça sert à quoi de monter le long de la culture? Ben, à la fin du jeu, ça rapporte les points de victoire que vous voyez là. Attention, c'est exponentiel, vous voyez, à la fin, ça peut rapporter 30 points de victoire. Donc, et en plus, ça permet de savoir quelle carte, un peu comme dans Hanté que nous, hein, quelle carte on peut acquérir lors de l'action, acquérir des cartes. Donc, si je suis ici, je peux acquérir la carte là et la carte là. C'est chaque fois que je passe le rouge que je peux acquérir les cartes qui sont en dessous. Donc dès que j'arrive au rouge, je peux acquérir maintenant ces 4 cartes-là. Donc c'est assez intéressant en sachant que c'est aussi une condition de fin de partie. Donc vendre pour monter le long de cette échelle. C'est intéressant, surtout s'il y a une très bonne carte qui arrive là. Vous voulez être le premier à la prendre, ben, au plus vous serez avancé par rapport à vos adversaires, plus vous aurez la possibilité de prendre les cartes qui vous intéressent le plus sans risquer qu'un autre joueur vous la pique. Donc ensuite, hein, toujours dans la phase de passer, hein, ensuite après avoir gardé les ressources que vous pouviez et vendre celles que vous pouviez vendre et défausser le reste, vous recevez un or. Donc on reçoit un or à chaque fois qu'on passe. Ce qui est intéressant, qui est même très intéressant. Et c'est pas tout. Ensuite, s'il vous reste des cartes cognomènes, donc ce sont des cartes cognomènes, les cartes, je dirais, écrites en longueur, hein, ce sont chaque fois des cartes qui vont rapporter des points de victoire selon certaines conditions. Eh bien, les cartes cognomènes que vous aurez acquises, lorsque vous passez, vous devez les jouer. Donc vous ne pouvez pas les trésoriser. Donc ensuite, vous recevez une or, puis vous jouez toutes les cartes cognomènes que vous avez en main, puis vos provinces produisent. Alors, elles produisent quoi? Et en fait, regardez, chaque province produit une ressource. Hein. Donc vous voyez, cette province-là, elle produit du bois. Celle-là, elle produit du fer. Celle-là, elle produit de la peau. Celle-là, elle produit de la peau aussi. Celle-là, elle produit de la pierre, etc. Donc, on va regarder les provinces que vous contrôlez. Alors, les provinces que vous contrôlez, ce sont celles où vous avez quelque chose de votre couleur. Donc, quelque chose de votre couleur, c'est soit des unités militaires, soit des fermes. Donc ici, voilà, j'ai des unités militaires dedans, j'ai des unités militaires là, et j'ai une ferme ici, donc je contrôle ces 3 provinces. Donc ces 3 provinces vont produire. Ils vont produire quoi? En fonction des bâtiments que j'ai autour de mes cités ou pas. Donc chaque province commence la partie, on commence par mettre un bâtiment dans chaque province. Ici, c'est pas possible. On commence par mettre un bâtiment dans chaque province en fonction de la denrée qui est produite. Parce que les bâtiments verts produisent du bois, les bâtiments rouges produisent de la peau, les bâtiments noirs produisent de la pierre et les bâtiments bleus produisent de la pierre. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 bâtiments noirs, je produis de la pierre, c'est normal. Et donc, le premier bâtiment qu'on a produit une pierre, les autres bâtiments qui produisent de la pierre, donc à partir du deuxième bâtiment qui produit la même denrée que le territoire, il produit 2 pierres. Donc ici, j'ai 3 pierres grâce à ces 2 bâtiments-là. Mais je peux avoir des bâtiments différents. Donc par exemple, ici, j'ai toujours un bâtiment vert qui produit du bois, un bois. Je n'ai pas un deuxième bâtiment vert, donc je ne produis pas de bois. Par contre, j'ai un bâtiment rouge qui produit de la peau. On verra l'action construction, mais je peux avoir construit un bâtiment qui ne corresponde pas à la denrée produite par le territoire. Bon, mon avantage,
mon désavantage, c'est qu'il ne va pas produire beaucoup, mais je peux le faire à condition qu'un territoire adjacent produise la même denrée, donc ce qui est le cas, donc je pouvais faire ça. Donc ici, je reçois un bois et une peau, plus 3 pierres, et ici, je reçois encore un bois. Donc voilà, ça c'est ma phase de production, je reçois toutes ces ressources. Donc, une cité, donc si vous n'avez pas de cité, vous n'avez qu'un seul bâtiment, vous ne savez pas construire d'autres bâtiments de production tant que vous n'avez pas de cité. Quand vous avez une cité, donc un truc comme ça, vous pouvez construire jusque 3 bâtiments. En dehors de vos fermes, mais qui ne produisent rien. Vos fermes ne produisent rien, donc c'est pas maintenant qu'on regardera. Les fermes sont là, plus pour la limite de vos armées, mais on verra ça juste après. Donc voilà, donc quand on passe, on reçoit, donc je ne vais pas tout repasser, mais donc on reçoit à un moment donné un or, puis on peut jouer nos cartes cognomènes, puis on peut, tous nos territoires, tous nos bâtiments produisent. Pour enfin, à la fin, la dernière étape, c'est nos cartes titres. Donc nos cartes titres, je vous rappelle, c'est celles qu'on gagne lorsqu'on a la majorité des territoires dans une région. Les cartes titres, je vais vous expliquer après, mais elles servent de réaliser des actions supplémentaires. Et quand vous avez réalisé une action supplémentaire, vous l'aurez tapée. Donc lorsque vous passez, vous la détapez. Donc voilà, beaucoup de choses à faire quand vous passez, mais en gros, l'essentiel, c'est vous produisez, vous recevez un or. Le reste, vous regardez si vous avez des territoires, si vous gagnez une carte titre en fonction des territoires que vous avez, vous défaussez une carte qui est là, vous récupérez vos jetons, vous détapez vos cartes, vous jouez les cartes cognomènes que vous avez, mais tout ça, je dirais plus que ce sont des détails. L'essentiel, quand vous passez, vous savez que vous allez produire et recevoir une pièce d'or, ce qui sont deux choses essentielles, puisque vous allez recommencer un nouveau tour en ayant pas mal de ressources, en sachant donc que les pièces d'or servent de joker pour toutes les autres ressources, mais servent aussi à d'autres actions qui ne nécessitent que des pièces d'or. Voilà, donc à votre tour, soit vous passez, soit vous prenez un de vos jetons et vous le placez sur une case action et vous faites l'action. Alors on va regarder ensemble maintenant c'est quoi les actions. Alors on va commencer par searcher. Searcher, donc je vais la mettre comme ça, de gauche à droite. Voilà. Faire une recherche est très simple. Eh bien, je regarde où est mon pion sur la culture et je prends une carte disponible en dessous de ce pion et je la prends en main. Voilà, c'est gratuit, je prends simplement celle que je veux, où je peux la prendre, et je la prends en main. Voilà, première action déjà d'expliquer. Développer, c'est plusieurs choses. C'est d'abord prendre une carte que j'ai en main, la mettre sur mon plateau. Là aussi, c'est gratuit, ça ne coûte pas de ressources. Et quand je mets une carte de technologie sur mon plateau, je la glisse pour la mettre au niveau 1. Je peux aussi, si j'ai gagné des technologies militaires, je peux aussi, je dois faire attention au niveau. Donc vous voyez ici, le niveau il est de 2, je peux mettre un niveau 2 sur un niveau de 1. Mais je ne peux pas mettre, ici c'est un niveau 3, je peux mettre un niveau 3 sur un niveau 1. Donc ici c'est le chevalier. Donc vous avez 3 types d'unités militaires, l'infanterie, les archers et les chevaliers. Donc un niveau 3 sur un niveau 2, sur un niveau 1, je ne peux pas, j'aurais dû d'abord prendre un niveau 2. Donc je peux la garder en main en attendant d'avoir un niveau 2. Mais sinon, si je veux, je peux aussi la mettre sur un niveau 1. Par exemple, ici l'archer, évidemment, je laisse tomber ceci. Et je paye une pièce d'or. Donc ça me coûte une pièce d'or. Donc voilà, première façon d'utiliser ces pièces d'or. Pour placer une carte militaire sur une unité militaire, ça me coûte une pièce d'or. Donc glisser une carte là, ça ne me coûte rien. Mais jouer une carte militaire, technologie militaire, là, ça me coûte une pièce d'or.
Les, voilà, les autres cartes qu'on peut acquérir, ce sont celles-ci. Donc il y a quatre types de cartes, hein. Donc il y a les cartes technologie militaire, les cartes technologie tout court. Vous avez les cartes cognomènes que je vous ai dit, vous pouvez les jouer que quand vous passez, et vous devez tous les jouer. Elles vous rapportent des points de victoire selon certaines conditions. Et puis les dernières cartes, ce sont les cartes outils. Quelque chose comme ça, ce sont ces cartes-là, donc vous voyez bien que ce n'est pas des technologies, hein. Les technologies c'est en 3 niveaux, là ça donne un effet unique, et ce sont des cartes que vous ne pouvez jouer que quand vous construisez une église. Donc quand vous construisez une église, vous pouvez jouer une carte comme ça de votre main et bénéficier de son effet. Donc voilà, l'action Research permet de prendre les cartes, l'action Développe permet de jouer les cartes, pas celle-là, hein, pas l'économène fin du jeu, pas celle-là, ça c'est quand vous construisez, mais les deux autres, soit jouer une technologie militaire en payant une pièce, soit jouer une technologie commune en la glissant et en la mettant au niveau 1. À noter que cette action de développer permet aussi de développer une technologie actuelle. Donc une technologie de niveau 1 peut monter au niveau supérieur en payant une pièce d'or. Donc, deuxième façon de payer une pièce d'or, c'est d'augmenter votre technologie de niveau, en sachant que c'est maximum 3 niveaux. Et je vous rappelle que c'est une condition de fin de jeu. Quand vous avez 4 technologies de niveau 3, ça déclenche la fin de la partie. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième action. Et évidemment, ces technologies, les technologies militaires vont vous rapporter des bénéfices militaires, hein, vont vous améliorer lorsque vous allez vous battre, et les technologies là vont vous donner des avantages divers et variés qui vont vraiment vous donner des axes stratégiques, hein. C'est là où, par exemple, vous voyez ici, quand vous combattez contre un barbare, eh bien vous gagnez 3 points de victoire. Ben, évidemment, quand vous avez cette technologie-là, vous aurez intérêt à aller vous battre contre les barbares pour gagner un maximum de points de victoire. Donc ça va vous lancer dans un certain axe stratégique, et vous avez toutes sortes d'autres avantages qui disent quand vous construisez tel type de bâtiment, par exemple, vous avez tel bonus, donc vous allez plus facilement construire tel type de bâtiment, etc. etc. Donc ce sont vraiment des cas. La seule chose, c'est que c'est limité à 4. Hein. Donc comme c'est limité à 4, ben, vous pourrez en acquérir que 4. Donc faire cette action d'aller chercher les cartes et de les jouer, ce sont des actions gratuites qui ne vous demandent pas de ressources, donc vous le faites quand vous voulez. Mais en même temps, si vous faites tout en début de partie, ben, vous pouvez évidemment, hein, mais peut-être que ça vaut la peine d'attendre un petit peu, d'attendre pour avoir les bonnes cartes qui font les bons combos entre elles. Donc ça c'est qui est chouette avec cette formule. Bon, que 4, c'est un peu dommage, mais l'avantage, c'est que vous allez, vos choix sont cruciaux, quoi. Quelles sont les 4 que je vais acquérir? Est-ce que je saute sur la première ou est-ce que j'attends d'avoir vraiment les bonnes combos? Et autre chose aussi, ça permet au jeu d'être toujours gérable. Vous connaissez les capacités de vos adversaires, vous avez dû leur demander 1 ou 2 fois, mais après vous les connaissez, il n'y en a que 4 de toute façon. Donc vous connaissez les vôtres et celles de vos adversaires. Vous ne devez jamais vous plonger dans toute votre technologie pour voir, ah, j'ai pas oublié un petit truc. Non, 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 il y en a 4, c'est très simple. Ça c'est le grand avantage de cette formule. Voilà. Alors, troisième action qu'on peut faire, c'est manœuvrer. Alors, manœuvrer, c'est tout simplement prendre toutes les unités militaires qu'on a, enfin tout ou une partie des unités militaires qu'on a dans un territoire et aller dans un territoire adjacent. Il peut être adverse, à ce moment-là, vous déclenchez un combat, ou à vous, et à ce moment-là, vous ne déclenchez pas de combat. Mais attention, quand vous manœuvrez, vous devez faire attention, et c'est la seule action où vous devez faire attention à votre limite. Donc vous avez, en fonction du nombre de fermes que vous avez construites, donc ici j'en ai construit 3, donc j'ai une limite de 5, donc ça veut dire que je ne peux avoir maximum sur le plateau 5 unités militaires. Si j'en ai plus, pour chaque unité militaire en excédent, je peux payer une pièce d'or ou je la défausse. Donc on a intérêt à avoir construit suffisamment de fermes quand on fait cette action manœuvrée. À noter que vous aurez quelquefois, avec des bonus, etc., l'occasion de
faire bouger des unités, si vous ne faites pas l'action manœuvrer, vous ne devez pas vérifier votre maximum de vos fermes. Donc, c'est que quand vous faites cette action manœuvrer, pardon, que vous devez vérifier le maximum de vos fermes. Et puis ensuite, il peut y avoir un combat. Donc, quand c'est contre un adversaire, ben, c'est contre un adversaire, j'y reviens après, ou bien c'est contre un barbare. Alors, quand c'est contre un barbare, vous voyez, dans les territoires barbares, vous avez toujours un jeton barbare. Et vous devez, donc, soit il est mis, ça c'est au hasard, lors de la mise en place, on va les jeter en l'air et voir sur quelle face il tombe, mais soit il est du côté du bonus qu'il le donne, soit du côté des forces. Donc, si vous attaquez un territoire, par exemple, je décide d'attaquer celui-ci, vous attaquez un territoire avec face bonus, mais vous le retournez face force pour savoir ce que vous combattez. Si vous attaquez un territoire face force, ben vous regardez simplement la face que vous attaquez, ici force. Donc à ce moment-là, on place le jeton sur votre plateau personnel au premier endroit libre. Donc vous voyez, quand je me battrai contre une deuxième fois contre les barbares, après avoir vaincu les barbares, la deuxième fois, je devrais mettre mon jeton ici et je devrais ajouter une infanterie à la force barbare. La troisième fois, eh bien, je le mettrai là et je devrais ajouter un archer à la force barbare. Et la quatrième, cinquième, sixième et septième fois, etc., je le mettrai ici en dessous et j'ajouterai un cavalier à la force barbare. Sinon, pour le moment, la force barbare, c'est deux infanteries et un archer. Et imaginons que moi, je suis avec lui niveau 3, comme ça vous voyez ce que ça fait avec un niveau 3. Donc imaginons que j'ai un cavalier, j'ai un archer, et puis j'ai un archer ici, et j'ai une infanterie. Donc, on jette les dés en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Comment se passe un combat? Eh bien, d'abord la cavalerie attaque, puis les archers, puis tout ce qui est infanterie. Et en fait, ça se voit ici. Donc vous voyez que l'archer, il attaque à la phase d'archer, mais aussi à la phase d'infanterie. L'infanterie n'attaque qu'à la phase d'infanterie, et le cavalier, ici, il attaque à la phase cavalier, pas à la phase archer, à la phase cavalier et à la phase infanterie. Alors, on commence donc par la phase cavalier. Donc ici, le chevalier, il attaque avec un dé rouge. Et on jette son dé rouge, il doit avoir 4 ou plus pour faire une touche. Il fait, voyons, il a 2, il ne fait pas de touche. Ensuite, on passe à la phase archer. Alors, vous voyez que les barbares ont un archer, moi aussi. Alors, je vais jeter d'abord un dé. En fait, on jette en même temps. Hein, donc, je jette pour l'archer. L'archer, il fait 1. Or, il doit faire 4 ou plus, il ne touche pas. Les barbares, c'est ici. Donc, la carte barbare, c'est aussi 4 ou plus. Voyons s'il touche. Il ne touche pas, décidément. Et là, le dernier, c'est l'infanterie. Donc, ici, c'est en vert. Mon infanterie, elle touche sur 5 ou plus. Est-ce qu'elle touche? Non, elle ne touche pas. Et le barbare a 2 infanteries. Donc, on va prendre 2 et eux, ils touchent aussi à 5 ou plus. Voyons s'ils touchent. Eh bien, il ne touche pas. Bon, il ne touche jamais, donc dans mon exemple, voilà, je ne vais pas vous expliquer comment on touche alors. Hein. Donc, comment est-ce qu'on touche? En fait, toucher, c'est directement détruire. Enfin, en fait, ça dépend de la défense. Donc, vous voyez ici, l'archer a une défense de 1, donc une touche, il suffit de le tuer. Tandis que le cavalier, il a une défense de 3, donc il faut 3 touches pour le tuer. Alors, dès qu'on touche, eh bien, on élimine donc c'est l'attaquant, c'est celui qui touche, qui décide quelle unité il élimine. Si par exemple c'était mon cavalier donc, qui touchait, revoyons chez les barbares la force, donc vous voyez que son cavalier c'est une défense de 2, le reste c'est de 1. Bon ici je n'attaquais que deux archers et une infanterie, mais donc chaque touche, je décide où je touche. Si mon cavalier avait touché et j'avais décidé de toucher un des archers, eh bien l'archer est éliminé, il ne pourra pas tirer.
Par contre, si on touche en même temps, si par exemple c'est la phase d'archer et que mon archer touche et que son archer touche, ben avec mon archer, je décide qu'est-ce que je touche. Et je peux toucher son archer, mais il a tiré en même temps. Donc son tir est toujours valable. Et lui aussi peut viser mon archer. Il peut viser mon cavalier et il peut viser mon infanterie. Si c'est mon infanterie, eh ben, elle meurt. Et donc elle n'aura pas, lors de la phase d'infanterie, elle ne pourra pas tirer. Donc voilà, ça c'est les combats. Et puis ensuite, quand c'est fini, on regarde les forces qui restent. Et les forces qui restent, qui sont encore présentes, imaginons que c'est comme ça, on regarde leur niveau. Donc ici c'est niveau 1, ici niveau 1 et ici niveau 3. J'ai une de chaque, donc j'ai 3 plus 1 plus 1. J'ai 5 points de présence, tandis que le barbare, lui, on va voir, ben, c'est niveau 1, niveau 1, niveau 1. Donc il avait 2 comme ça et 1 comme ça. Il a 3. Donc c'est moi qui l'emporte. J'ai 5 contre 3. Donc je gagne le... Voilà, c'est comme ça que se passent les combats. Alors, l'issue du combat, bien si je me suis bagarré contre les barbares, eh bien je vais retourner son jeton et je vais gagner le bonus qu'il indique là. Quelquefois, c'est prendre un autre tour, par exemple comme ici. Donc je rejoue directement. Donc je reprends un jeton action, un jeton noble que je place sur une des actions et je réalise son action. Ben, quelquefois, c'est des ressources et des choses comme ça. Si je me suis... les batailles contre un adversaire sont exactement les mêmes, à part que le perdant doit retraiter. Donc, ben, si c'est l'attaquant, il retraite d'où il vient. Si c'est le défenseur, il va dans une région adjacente qu'il contrôle, ou qui est contrôlée par personne, mais qui n'est pas contrôlée par les barbares ou par l'attaquant. Donc, s'il n'y a aucun endroit où aller, alors il perd tout. Par contre, les fermes du perdant, donc si on attaque, les fermes du perdant reviennent dans ces fermes, mais en compensation, chaque ferme qui a été détruite, en fait, font apporter une nouvelle infanterie, donc on appelle ça la revanche, une nouvelle infanterie, donc qu'on va placer dans sa capitale, qui est le territoire de départ. Et par contre, la cité et les bâtiments construits restent. Et c'est donc l'attaquant qui prend contrôle des bâtiments et de la cité adverse construite. Donc c'est très puissant d'attaquer. Ça ne rapporte pas de points de victoire, donc bien qu'à la fin du jeu, on va avoir des points de victoire par territoire qu'on contrôle, donc, mais ça ne rapporte pas de points de victoire en soi d'attaquer quelqu'un. C'est juste, ben, évidemment, ça va lui faire mal que de perdre un bâtiment ou un ou plusieurs bâtiments, que de perdre ses unités, que de devoir retraiter, etc. etc. Donc voilà, ça c'est l'issue de la bataille. En sachant qu'il y a une petite particularité, c'est que vous pouvez avoir des modificateurs. Vous pouvez avoir des modificateurs avec vos technologies, mais aussi avec les tourelles que vous pouvez construire dans la phase de construction, que j'expliquerai juste après. Mais donc vous pouvez construire jusqu'à un niveau 3 de tourelles, comme ça. Comme ça on met... les tourelles l'une sur l'autre, hein, donc ça fait assez joli, vous voyez. Et donc vous pouvez construire des tourelles, et les tourelles apportent un point de force à la fin. Donc quand on calcule les forces à la fin, donc après l'attaque de chacun, quand on calcule ces forces, eh bien chaque tourelle chaque niveau de tourelle apporte un point de force pour voir qui a gagné. Et en plus, les tourelles permettent d'ajouter 1 au dé. Donc une tourelle d'un territoire adjacent, donc si par exemple je suis ici et j'attaque celui-là, mes tourelles vont compter et chaque niveau va me permettre que je choisisse lorsque je jette un dé, si je veux, j'ai 2 tourelles, donc je peux ajouter 2 points à un de mes dés ou 1 point à 2 de mes dés, c'est moi qui choisis, durant n'importe quel jet, mais une seule fois par bataille. Donc voilà, ça c'est les 2 avantages des tourelles et qui peuvent donc modifier l'issue d'un combat, puisqu'à la fin, donc comme je vous disais, en fonction des unités qui restent, on regarde les points, donc celle-ci c'est 3, puis c'est 1, puis c'est 1, donc j'ai 5, mais si j'ai 2 niveaux de tourelles, ça me fait 7. Donc les tourelles apportent des points supplémentaires dans ce calcul.
Voilà, ça c'était pour l'action manœuvre. Ensuite, il y a l'action recruter. Alors, ben, recruter, ben, c'est très simple, hein. Je recrute une unité. Donc, c'est soit un archer, soit une infanterie, soit un cavalier. Je paye son coût pour le recruter. Donc c'est le coût qui est indiqué là, en ressources, et je prends l'unité et je la place sur une de mes cités, donc sur le terrain qui est là, point. C'est une unité. Donc si je veux recruter deux unités, quand reviendra mon tour, je dois remettre un nouveau jeton sur l'action recruter pour recruter une seconde. Et la dernière action, c'est l'action de construction. Tout est indiqué ici. Donc vous pouvez construire une cité en payant un bois et une pierre dans un endroit où vous n'avez pas de cité et où vous avez au moins une unité, un endroit que vous contrôlez. Ah non, 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 vous ne devez même pas le contrôler, je pense. Je confirme, vous ne devez pas contrôler l'endroit, mais je ne vois pas tellement l'intérêt de construire une cité où vous ne pouvez pas le contrôler. Donc c'est peut-être un manquement dans les règles, mais en tout cas, vous payez les ressources et vous placez une cité à cet endroit-là. À noter que quand vous construisez une cité, vous avancez de 2 points sur la piste de culture. Donc ici, hop, de 2 points. Donc c'est une autre façon de augmenter sur la piste de culture. C'est marqué là d'ailleurs. Hein, voilà, il est aussi indiqué que l'avantage d'une cité, c'est que quand on attaque une cité, eh bien, si vous avez une cité, vous pouvez mettre gratuitement un archer en défense quand on vous attaque. Donc un archer neutre en défense, vous voyez, un archer ici neutre en défense quand on vous attaque. Donc ça va augmenter vos points de défense d'avoir une cité. Et vous mettez donc les bâtiments de production autour de la cité, puisque vous ne pouvez en avoir que 3 par cité. Vous pouvez construire des tourelles. La première coûte une bière, la deuxième un bois, une pierre, la dernière un bois et un métal. Vous pouvez donc, je vous ai déjà dit les avantages, c'est en bataille, hein, les avantages des tourelles. Vous pouvez construire une église, ça coûte 2 bois et une pierre. Alors une église, ça vous rapporte 5 points de victoire. Donc attention, une église, vous prenez l'église du stock, vous la placez autour de votre cité. Comme je vous ai déjà dit, on ne peut avoir que 3 bâtiments autour d'une cité. Et elle vous rapporte 5 points de victoire, plus 1 point de victoire si dans la même région, donc de la même couleur, il n'y a pas d'autres églises construites. Donc ça fait déjà 6, puisqu'il n'y a pas d'autres églises construites dans la même région. Plus 1 point de victoire pour chaque région adjacente. Donc ici, il y a une région adjacente où il n'y a pas d'église de construite. Donc ici, une région adjacente où il n'y a pas d'église de construite. Ici, une deuxième région adjacente où il n'y a pas d'église de construite. Dans une partie à 2 joueurs, je vous ai dit, celle-ci ne compte pas. Donc ça fait 5, 6 parce qu'il n'y en a pas là, 7 parce qu'il n'y en a pas là, et 8 parce qu'il n'y en a pas là. Donc 8 points pour la première église qui est construite à cet endroit-là. Donc c'est pas mal. Donc, en sachant qu'on termine la partie un peu plus que 200 points. Donc, bon, 8 points, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la panacée, mais c'est toujours ça à prendre. Donc voilà, ça c'est la construction d'églises. Vous pouvez construire les bâtiments de production à condition que, soit dans la région où vous êtes, cette denrée soit produite, soit dans une région adjacente où vous êtes, hein, donc une province, hein, donc une des provinces adjacentes produit cette denrée, ou bien dans la province où vous... Donc vous ne pouvez pas construire n'importe quoi. Par exemple, ici, si vous voulez... Ici, vous n'oubliez pas que dans une partie à 2 joueurs, celle-ci ne joue pas, donc vous ne pouvez pas construire de bâtiment qui produit de la peau, puisque celui-là ne produit pas de la peau, et celui-là non plus. Donc il faut faire attention à ça quand vous construisez vos bâtiments, en sachant qu'il vaut mieux construire toujours les bâtiments de la ressource produite par la région, parce que ça vous produira plus de ressources. Et voilà.
Ah oui, et la dernière chose, c'est que quand vous construisez, vous pouvez aussi construire un entrepôt, et donc en montant ici et en payant le coût là, et donc ça vous permet de stocker plus de ressources et de pouvoir vendre plus de ressources et d'avoir des points de victoire supplémentaires à la fin du jeu. Donc à la fin du jeu, quand vous comptez les points supplémentaires, donc à noter que les points, quand vous combattez les barbares, vous ne gagnez pas les points en fin de partie, mais directement. Donc quand vous combattez votre premier barbare, vous ne gagnez pas de points. Votre deuxième, vous gagnez 2 points de victoire. Votre troisième, 3. Et tous les suivants, vous gagnerez 4 points de victoire. Mais ça, c'est en cours de partie. Puis à la fin du jeu, donc en cours de partie, vous allez gagner d'autres points de victoire. Hein, avec les cartes comme ça, avec une série d'événements comme la construction d'églises, etc. Mais à la fin de la partie, vous allez encore gagner d'autres points de victoire. Les premiers, c'est en fonction de votre degré, de votre dernier niveau de technologie atteint pour chaque technologie. Donc vous voyez ici, c'est 4 points de victoire. Celui-là, imaginons que vous aviez au deuxième, donc vous avez 1 point de victoire, etc. Donc chaque niveau de technologie va vous rapporter des points de victoire. Puis ensuite, chaque cité va vous rapporter des points de victoire en fonction du nombre de bâtiments construits autour. Donc un bâtiment vous rapporte 2 points de victoire, 2 bâtiments 4 points de victoire et 3 bâtiments 7 points de victoire. Donc ici, j'ai 7 plus 4, 11 points de victoire. Puis on regarde le niveau de votre tourelle. Donc chaque niveau de tourelle vous rapporte 1 point de victoire par territoire adjacent que vous contrôlez. Donc ici, j'ai 1 point de victoire parce que je contrôle celui-là. Imaginons que je contrôlais celui-ci aussi. Eh bien, ça me fait 2 points de victoire fois 2, puisque j'ai 2 niveaux de tourelle. Ça me fait donc 4 points de... Vous allez aussi gagner des points de victoire en fin de partie en fonction de votre niveau de culture. Donc en fonction d'où vous êtes, vous pouvez gagner jusqu'à 30 points de victoire. Vous allez aussi gagner des points de victoire en fonction d'où vous êtes dans vos entrepôts, donc jusqu'à 15 points de victoire. Vous allez aussi gagner des points de victoire en fonction du nombre de fermes que vous avez construites. Donc ici, j'ai construit ça, je gagne 20 points de victoire. Vous allez aussi regagner les points de victoire des titres que vous avez acquis. Donc ici, 7 points de victoire. Et chaque pièce d'or qui vous reste vous rapporte 1 point. Voilà, donc c'était la dégustation des règles de Dark Age. J'espère qu'elles vous ont goûté. Donc c'est un jeu assez costaud, hein. Les règles sont assez touffues. Je pense que le jeu aurait gagné en fluidité s'il y avait plus de rappel des règles par une certaine iconographie. Par exemple, là, il est les 9 phases de passé, une petite carte qui rappelle toutes ces phases. Ça aurait fait du bien. Oui, le jeu aurait un petit peu gagné si il avait été mieux fait de ce côté-là. Ça reste un 4X assez classique, hein. On va conquérir progressivement de plus en plus de territoires, construire des bâtiments qui vont nous permettre de produire des ressources. Et ces ressources, elles vont nous permettre de construire d'autres bâtiments, de construire des unités de fortification, des unités militaires qui vont nous permettre d'aller combattre. On va gagner des cartes technologiques qui vont nous donner des capacités spécifiques, etc. Donc tout ça est assez classique dans son déroulement, mais les petites twists de Dark Age en font vraiment la différence, qui personnellement m'a beaucoup plu. Évidemment, d'abord ce système d'action, c'est un système finalement de placement d'ouvriers, hein, pas plus que ça, donc pour un jeu 4X, c'est assez nouveau, je dirais, mais même le placement d'ouvriers est quand même nouveau, avec ses réactions, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé des différentes réactions, mais les réactions vont vous permettre de gagner des ressources, vont vous permettre de faire certaines actions, comme recruter, de pouvoir gagner une carte du présentoir, et vont vous permettre aussi de regrouper vos troupes, hein, dans un territoire que vous contrôlez déjà. Donc les actions de réaction sont intéressantes aussi. Donc ce système de réaction va faire que vos choix vont être influencés par ça. Donc vous allez choisir certaines actions parce que vous ne voulez pas que votre adversaire puisse faire une réaction, ou au contraire réaliser plusieurs fois la même action, même si vous avez envie de faire 2 actions,
pour vous-même déclencher vous-même la réaction. Donc ce système de réaction est pas mal, ça va influencer vos choix, ça va être intéressant. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est le système de passé. Parce que finalement, bon, c'est pas un système nouveau, hein. On a vu ça déjà dans Concordia, où on joue nos cartes, et puis à un moment donné, ben, il faut les rattraper, les reprendre en main. On joue la carte pour les reprendre en main, et on les reprend en main. Ben, ici, ça va un cran plus loin, parce que quand on passe et qu'on récupère ces jetons actions, en même temps on va produire. On va recevoir une pièce d'or, ce qui n'est pas du tout négligeable, et on va en même temps produire. Donc le rythme, vous allez imposer un rythme à la partie. Et ce rythme, ça ne sera pas toujours, et même pas souvent, le fait de placer tous vos jetons et de les reprendre tous. Donc vous allez souvent en garder quelques-uns pour passer, pour plus vite récupérer de l'or, plus vite récupérer des ressources, pour plus facilement, plutôt que faire des actions qui vont vous nécessiter peu de ressources, hein, comme prendre une carte ou jouer une carte. Ce sont des actions évidemment intéressantes, mais pas toujours. Et donc, c'est vous-même qui allez en faire ce rythme, et même vouloir le traîner en longueur peut vous pénaliser. Vous pouvez prendre du retard par rapport, parce que c'est une course, hein, c'est une course entre les joueurs à acquérir le plus de territoire, à devenir de plus en plus fort, et c'est aussi peut-être un petit défaut, en tout cas dans une partie à 2 joueurs, une fois qu'il y a un joueur qui part, qui prend un certain avantage, c'est très très difficile à l'autre joueur de rattraper ce retard. Surtout que ce retard va un peu en exponentiel comme ça. Donc au début il est très très petit, et puis il explose à la fin de la partie. Donc c'est une course, il faut vraiment, c'est une gestion de timing vraiment intéressante et vraiment très chouette dans ce jeu, assez novateur à ce qui concerne là. Alors évidemment les technologies sont super, hein, sont vraiment, enfin moi j'ai adoré, parce que les technologies vont vraiment vous donner des axes stratégiques. Par exemple, il y a cette technologie que je vous ai montrée qui vous encourage à attaquer les barbares. Il y a des technologies qui vont vous encourager qui vont vous donner un bénéfice à chaque fois que vous allez construire une tourelle. Donc vous allez construire plus de tourelles, etc., etc. Et donc toutes ces technologies, il y a des technologies, quand vous construisez une cité, vous allez gagner un avantage supplémentaire. Donc vous allez plus facilement construire des cités. Et tout ça va vous donner des physionomies de parties bien différentes, avec ces cartes évidemment qui sont toutes différentes, que vous allez acquérir à votre rythme. Tout ça donne un jeu très très rejouable, qu'on a envie d'essayer d'autres trucs. Vraiment un jeu varié et un jeu très fun, quoi. C'est très gai d'être là, complètement différent. Chaque joueur joue à sa façon, l'un un peu plus agressif que l'autre. Les combats, bon, il y a du hasard, hein, dans les jets de dés, il y a du hasard, c'est sûr, et ça peut bousiller, hein, ça peut bousiller. Si vous avez vraiment pas de chance, ou si vous prenez trop de risques, je dirais, je vous conseille de ne pas prendre trop de risques d'ailleurs, hein, de bien assurer vos arrières avant de vous permettre d'attaquer un autre territoire. Donc le jeu peut être un peu méchant à ce niveau-là, mais dans une partie, les joueurs s'affrontent assez peu, hein. Il y a 1, 2, 3 batailles, sauf si vous avez vraiment quelqu'un qui joue exclusivement là-dessus, mais sinon c'est pas ça l'essentiel du jeu, quoi. Il y a plus de la gestion et de la combinaison de cartes, etc. Plus cette gestion de timing et ces actions. Donc un jeu vraiment très très chouette pour un 4X classique, hein. Donc il faut aimer les 4X, il faut aimer se taper dedans, il faut aimer construire sa petite civilisation. Donc voilà. C'était la dégustation de Dark Ages. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.